Fasse attention. Ça y est, on enregistre. Bonjour à tous. Nous accueillons aujourd'hui Marie-Hélène Villemain, qui est membre des délégations françaises à l'IPBES, chercheur en écotoxicologie et responsable du secteur Sciences de la Terre et l'Univers au ministère de la Recherche. Bonjour Marie-Hélène, bienvenue. Bonjour Stéphane. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur toutes ces belles étiquettes? Sur ces étiquettes, déjà, ce sont des étiquettes qui appartiennent au passé, un passé très récent, mais au passé. Donc oui, j'ai été membre des délégations françaises de négociation à l'IPBES, chercheur en écotoxicologie pendant une quinzaine d'années. Voilà, ça aussi c'est révolu, mais ça reste important dans mon parcours. Et responsable donc au service de la stratégie de la recherche du ministère d'un secteur englobant l'agriculture, la biodiversité, le climat, l'océanographie et toutes sortes d'autres choses. Voilà. Mais pour parler de biodiversité aujourd'hui, j'ai choisi de commencer par présenter l'IPBES en effet. Alors c'est peut-être la slide suivante. Voilà, Ben merci. voilà. D'abord parce que c'est une instance qui est peu connue comparée au GIEC, comme tu viens de le dire. Ensuite, parce que rien que d'énoncer l'acronyme, eh bien, en fait, ça fait réfléchir aux différents mots MOTS de la biodiversité. Et on verra très vite que ces mots disent beaucoup de notre rapport au vivant. Donc, IPBES, ça signifie International Panel on Biodiversity and Ecosystem Services. Et pour être honnête, ça ne dit rien à personne. Alors que le GIEC, aujourd'hui, tout le monde sait à peu près de quoi il s'agit. Eh bien, l'IPBES, c'est le GIEC de la biodiversité. Sauf que GIEC, c'est un acronyme français pour Groupement international des experts sur le climat, et c'est donc la traduction française de l'IPCC, alors que pour l'IPBES, il n'existe pas de traduction officielle en français. C'est peut-être déjà un premier signe du fait que, en France, nous sommes moins familiers avec la biodiversité que nous ne le sommes avec le climat. Qui est-ce qui L'IPBE, pourrait décider oui, de faire une version française de cet acronyme? je Qu'est-ce qui crois pourrait décider que ça? Je crois qu'à ce stade, ce serait plutôt l'usage hein, qui ferait qu'il y aurait une traduction française. Donc, si les journalistes euh, pardon, utilisaient plus souvent l'acronyme IPBES et trouvaient ça à chaque fois compliqué d'avoir un acronyme pareil, eh bien, ils pourraient en trouver facilement un français et le calquer sur le GIEC, par exemple. Mm, mm. Et c'est vrai Alors, qu'ils ne l'utilisent pas souvent, hein, les non, tout journalistes. à fait. Alors que ça existe depuis 2012, tout de même. Bon, ça fait une bonne dizaine d'années, issu de la conférence de Rio. Et on l'a déjà dit, donc c'est quelque chose d'assez similaire au GIEC, une gouvernance calquée sur la gouvernance du GIEC avec un bureau, un groupe d'experts scientifiques, et puis la plénière, l'instance qui rassemble des délégations de tous les États membres et qui approuve par consensus. On peut peut-être juste en dire quelques mots parce que c'est quand même assez intéressant du point de vue de la gouvernance. Donc, d'une part, il n'y a jamais de vote, ni au GIEC ni à l'IPBES. Les décisions sont approuvées par consensus, donc par unanimité, en fait. Et le travail de la plénière, essentiellement, est de se mettre d'accord sur une version résumée des rapports scientifiques. Les scientifiques travaillent de leur côté, sans contrainte ni censure au niveau international. Ils produisent des rapports qui font généralement environ 1000 pages et ils proposent un résumé aux États. Et c'est sur le texte de ce résumé que vont porter les négociations. La science n'est pas discutée, elle est prise telle qu'elle est, mais c'est son interprétation politique qui fait l'objet d'un débat. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est, il me semble, vraiment ce que les scientifiques essayent de faire passer lorsqu'on demande leur expertise en appui à la politique. Eux, ils apportent des faits, mais après, le politique, lui, va en faire une interprétation, l'utiliser pour ses propres besoins, et ça n'appartient plus aux scientifiques. Voilà, c'est ce qui se passe dans les assemblées générales du GIEC. Alors, si on revient aux mots avec le transparent suivant. Donc, deux notions assez complexes, la biodiversité et les services écosystémiques. Ça paraît bien éloigné de ce qu'on a envie de savoir.
en tant que citoyen et qui pourrait se formuler comme ça, finalement, c'est en gros, bon, comment elle va la nature? Est-ce que, enfin moi, en tant que scientifique, on m'a posé plein de fois cette question. Bon, alors, les océans, ça va comment? Mmh. Alors, les rivières, ça va mieux? Bon, alors comment ça va la nature? Sur la diapo suivante, vous allez voir que l'anthropologue français Philippe Descola est une sorte de pourfendeur du terme de nature. Il nous dit la nature, ça n'existe pas. La nature, finalement, c'est une construction, c'est un concept qui a été construit pour bien marquer la différence entre l'humain et le vivant. Alors, quand il dit ça, Philippe Descola, ce n'est pas pour minimiser le vivant. Bien au contraire, ce qu'il regrette, c'est que l'homme ait défini la nature comme le vivant hors l'humain. Et je trouve que cette remarque, elle porte déjà pas mal de sens. Lorsque nous nous demandons comment va la nature, nous considérons, nous examinons les non-humains, et seulement eux. Et on pourrait déjà se demander si c'est bien pertinent. Alors, pourquoi donc? Parce que, comme vous le voyez sur les petites vignettes qui se trouvent en bas de la diapo, bah, finalement, ce pas de côté qu'on fait, cette dissociation entre les humains et le vivant, c'est pas du tout, ce n'est pas, ça ne va pas de soi pour tous les peuples du monde. Pour les peuples d'Amérique du Sud, d'Afrique, du cercle arctique, par exemple, eux, ils se considèrent comme partie intégrante de la biosphère et ils vivent en conséquence. Et il paraît même que le mot nature n'existe finalement que dans assez peu de langues. Et si on continue cette discussion sur notre rapport à la nature avec le philosophe contemporain Baptiste Morisot, je crois que ce sera la diapo suivante, lui, il met en scène ce qu'il appelle le momo. Le momo, pour Baptiste Morisot, c'est le moderne moyen. Donc, c'est chacun de nous. Ah! C'est chacun de nous. Alors, par exemple, un momo urbain qui travaille beaucoup et qui est très content de se rendre en week-end à la campagne parce qu'il a l'impression qu'il va se reposer là-bas, et c'est le cas. Et donc, il va se reposer en se laissant bercer par le silence de la nature. Alors que, nous dit Morisot, c'est en fait une vraie cacophonie, la nature, un soir d'été. Lui, il compare ça à un souk oriental. Et le Momo, il se trouve environné de grillons qui vibrent, de moucherons qui volent, de chauves-souris qui s'affairent en mangeant les moucherons, des hirondelles aussi qui volent bas, des larves qui tissent leur cocon. Bref, il y a de tout. Tout le monde s'agite et fait du bruit. Et le Momo s'invite dans un monde dont il ne perçoit rien et que donc il ne comprend pas, évidemment. La conséquence, c'est que le Momo va souhaiter la normalisation de ses conditions de vie en ne prenant en compte que ses stricts besoins et en faisant fi de tout ce monde vivant qui l'entoure. Donc, le progrès pour le Momo, ça va être de ne pas avoir à faire attention. Pas avoir à faire attention aux moustiques, pas avoir à faire attention aux guêpes, aux fourmis, aux grenouilles, donc mettre des pièges à guêpes, donc mettre des pièges à moustiques, assécher la mare parce que sinon il y a trop de bruit, on s'entend plus avec les grenouilles. Voilà, c'est Faire un ça procès finalement. au voisin s'il a un coq. Exactement, exactement. C'est Ou faire interdire les considéré. cloches au cou des vaches. Oui, j'ai cru que c'était les cloches des églises que tu voulais faire interdire. Là, c'était moins une atteinte à la nature. Mais en tout cas, c'est considérer la nature comme un décor du théâtre où on tient le premier rôle. Et donc, ce décor, il est peint, il est silencieux, il est façonné comme on a envie qu'il soit. Et on se moque de savoir s'il est réaliste ou pas. Il est tout à notre main. Voilà. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles, quand on représente les écosystèmes, avec en général des flèches d'interaction ou de prédation ou autre, on représente rarement l'homme en écosystème. C'est la diapo suivante. Voilà, c'est un schéma parmi tant d'autres qui montre les interactions entre les espèces dans un écosystème. Et curieusement, l'homme n'est jamais présent dans ces représentations. Peut-être que c'est parce qu'on ne sait pas très bien
à quoi est utile l'homme dans les écosystèmes? C'est une question qu'on pourrait se poser plus souvent. L'homme est un super prédateur, c'est certain, mais a-t-il d'autres relations naturelles avec d'autres espèces? On se pose rarement la question. Et de fait, quand on cherche à représenter la nature ou les écosystèmes, on n'y montre jamais l'homme. Donc c'est vraiment notre façon de nous montrer en retrait par rapport à la nature. Et là, vous voyez l'écosystème dans un joli cadre. Donc ça reprend cette idée du décor qu'on Mhm. accroche au mur, mais qui n'est pas une partie de nous-mêmes. Voilà, donc on a fait un petit pas de côté de notre sujet principal, mais finalement, c'est pour toutes ces raisons que l'IPBES ne s'appelle pas le GIEN, ça pourrait être le Groupement international des experts de la nature, et ce n'est pas cela, c'est bien un panel international d'experts qui se penche sur la biodiversité et les services écosystémiques. Donc ça pourrait être le GIEB, Le B GIEB, pour oui, pour biodiversité. biodiversité aussi, oui. Mais on va voir que, au-delà de la biodiversité, on a tenu à faire apparaître les services écosystémiques. Et tu parlais sur cette diapo de réciprocité des échanges. Oui. Et est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus, sur la place dans les écosystèmes et Il y justement a, le difficile rôle de l'homme qui veut tout prendre, peut-être? oui, c'est ça, c'est-à-dire que actuellement, je crois que c'est difficile d'identifier une contribution de l'homme aux écosystèmes au-delà de ce qu'il en prend. On va voir très vite que l'homme prend énormément de choses dans les écosystèmes. L'homme est une espèce dépendante, très dépendante. Mais la contribution, bah oui, si on avait à tracer une flèche de l'homme vers les écosystèmes, on ne saurait pas très bien quoi y mettre. Enfin, moi, en tout cas, là aujourd'hui, je ne saurais pas quoi y mettre, à part de l'énergie en fin de vie, de la reconstitution de biomasse, quoi. Alors, ces deux points, la biodiversité d'une part, et puis les services écosystémiques qu'on verra juste après. Alors, le mot biodiversité, on peut trouver des tas de définitions, mais elles se rejoignent quand même sur les grands points que j'ai listés là. Donc, on peut prendre cette définition. Désigne la variété des formes de vie sur Terre qui s'apprécie en considérant la diversité et l'abondance des écosystèmes, des espèces, des gènes, phénotypes et fonctions dans l'espace et dans le temps, ainsi que les interactions au sein de ces niveaux d'organisation et entre eux. Honnêtement, c'est extrêmement complexe. C'est une définition extraordinairement complexe et j'ai trouvé amusant de voir que le terme est entré dans le Larousse en 1994 et qu'en 2010, un sondage nous disait que seulement un quart des Français pensaient en avoir une bonne compréhension. Je trouve déjà qu'un quart, c'est une estimation assez positive. Je ne suis pas sûre qu'un quart des Français aient les idées vraiment claires sur ces différents points. Alors, si on reprend cette notion, une première chose qui est très importante, c'est que dans biodiversité, il n'y a que diversité qui apparaît, mais en fait, c'est bien la diversité et l'abondance qui vont être évaluées et qui sont importantes à prendre en compte. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé les premières fois que j'ai vu le mot biodiversité, donc il y a quand même quelques années dans ma carrière scientifique, et j'étais quand même embêtée avec ce terme en me disant, mais quand même, il y a pas que la diversité qui compte. Si on a plus, comment dire, si on a par exemple une très bonne diversité des espèces de baleines, mais avec seulement quelques individus par espèce, il y a un problème. On a aussi un problème de quantité. Eh bien, en fait, même si ça n'apparaît pas dans le mot, ça apparaît dans la définition. On va prendre en compte non seulement la diversité, mais aussi l'abondance, hein. Donc, on va bien se préoccuper de la quantité de vers de terre, de moustiques, de toutes sortes. Est-ce qu'ils sont variés, mais aussi est-ce qu'il y en a une bonne quantité? Ce sera important. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que ça n'est pas dans le mot. Donc c'est difficile de l'inférer. Et puis, il y a toutes ces sortes, il y a ces différents niveaux
auquel la biodiversité s'apprécie, et ça c'est important aussi. Du plus global, les écosystèmes, les espèces, les gènes, les phénotypes, jusqu'au plus fin. Donc on va pouvoir mettre la diapo suivante pour illustrer ça. Alors, j'avais quand même une question sur cette Oui. définition-là. Il y a pas de notion de finalité là dans la définition, hein, Ah non, non? non, 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 C'est non, purement c'est descriptif, hein. tout à fait. Oui, oui, oui. C'est important. On s'est retenu. On s'est retenu pour ne pas mettre de finalité à cette étape. Alors, une belle image de forêt tropicale pour donner un exemple d'écosystème et pour rendre facile à comprendre le fait qu'il faut, pour un monde qui tourne bien, une grande variété d'écosystèmes. La forêt tropicale n'est pas la plaine de Beauce, n'est pas la toundra à haute latitude, n'est pas l'océan, n'est pas la vase côtière. Voilà, ce sont des exemples d'écosystèmes et on voit bien qu'ils sont extrêmement différents et que leur variété est importante elle aussi. Ensuite, les espèces, c'est l'image suivante. Sur cette diapo, on voit une seule espèce, c'est un banc de sardines. Bon, là, il y a une bonne abondance, mais il n'y a qu'une seule espèce. Cette espèce, elle ne peut pas subsister seule. Il lui faut du phytoplancton et du zooplancton pour se nourrir. Il faut aussi des prédateurs pour contrôler son niveau, donc des poissons carnivores, des oiseaux carnivores, et des bactéries qui renouvellent les sels nutritifs du plancton, des bactéries qui vont vivre en symbiose, enfin en holobionte avec les poissons. Voilà, donc des espèces en variété également. Et puis, la variété des gènes, là, on voit illustrer un ensemble de chromosomes. La variabilité des gènes, des phénotypes et des fonctions, ce n'est rien d'autre que si on prend l'exemple des humains, hein, par exemple, la variété des couleurs de peau, la variété des cheveux, la variété de la capacité à digérer le lait, à résister à un virus, la variété d'être grand, petit, gros ou mince, voilà, toute cette variété. La biodiversité est affaiblie lorsque l'on perd cette variété et que, par exemple, plus personne n'est capable de résister à un virus donné. Ça, c'est évident, on le comprend bien. Par exemple, le Covid, on a vu qu'il y avait des gens qui étaient, sans qu'on sache forcément l'expliquer, très, très résistants au Covid. On a vu aussi que certaines personnes, les personnes en surpoids, les personnes je ne sais plus lesquelles, les personnes âgées et en Haché. surpoids, oui, voilà, étaient beaucoup moins résistantes face au Covid. Il est bien évident que si on avait tous présenté ces caractéristiques, le Covid aurait eu un impact bien plus fort. Mais il ne faut pas non plus que tous les représentants de l'espèce aient les mêmes résistances, car ces résistances, elles s'acquièrent généralement au détriment d'autres fonctions. On va être plus résistant à telle maladie, mais on aura perdu éventuellement soit la résistance à une autre, soit la résistance à, je ne sais pas, des stress thermiques, ou voilà. Donc la variabilité, c'est une assurance vie finalement de l'espèce contre tout un tas d'attaques qui pourraient apparaître. Une autre image dans les écosystèmes, hein, c'est par exemple les forêts monoespèces qui résistent très très mal soit à un type de ravageur, soit à un type de stress comme par exemple un incendie. Si l'espèce si c'est des pins qui brûlent très bien, bah, tout va brûler, alors que si on a une forêt mixte, eh bien on peut avoir certaines espèces qui font un petit peu barrage à un moment à la propagation du feu et qui maintiennent comme ça l'ensemble de la forêt. Voilà, je crois que voilà. Alors, pour résumer un petit peu, pour illustrer encore, parce que c'est des choses pas toujours évidentes à comprendre et les illustrations sont importantes. On peut illustrer. Il y a une image qui parle bien, qui est de parler de la biodiversité comme du tissu vivant de la planète. Et alors, on peut voir comment différents tissus sont abîmés et gardent leur fonction de tissu ou pas.
Par exemple, un tissu très lâche, comme le premier qu'on voit à gauche, hein, c'est un tissu qui a perdu des fils. Hein. Il a moins de fils, il y a moins d'espèces. Alors, c'est toujours un tissu, il tient toujours, mais il est beaucoup plus fragile. Donc, par exemple, on peut reprendre l'exemple des forêts des Landes. S'il n'y a que des pins, bah, ce tissu, voilà, il tient jusqu'à ce qu'il y ait le feu, et là, il va pas tenir. Il va se déchirer parce que les pins vont tous brûler. C'est aussi les océans surpêchés. Hein, quand il y a des espèces tellement pêchées, comme par exemple la morue, quand la morue a été surpêchée, la morue de Terre-Neuve, eh bien en fait, ce qui s'est passé, c'est que la morue n'arrivait plus à se renouveler, donc on a perdu la morue, et on a eu des espèces de remplacement qui étaient comment dire, moins riches en termes de biodiversité, de fonction de biodiversité. Le tissu déchiré, c'est par exemple un océan avec des zones côtières bétonnées. On a perdu, donc, par exemple, des écosystèmes bien particuliers. Hein, on parlait tout à l'heure de l'échelle de l'écosystème. Ben, si on a des zones côtières complètement bétonnées, ça peut être le cas en Méditerranée, on a beaucoup moins de nurseries, beaucoup moins d'espace propice à la nourriture et donc à la nurserie des poissons. Alors le tissu déchiré, est-ce qu'il remplit encore ses fonctions? Là, c'est un auvent de café. Ben, un petit peu, mais pas très bien. Hein. Il y a le soleil qui passe quand même par les trous. Et puis surtout, on voit qu'au moindre coup de vent, il va se déchirer complètement. Et là, il ne remplira plus ses fonctions. J'aime bien le tissu réparé. Le tissu réparé avec, donc c'est la troisième vignette. On peut reprendre l'exemple de Terre-Neuve qui était un écosystème hyper florissant avec des morues. C'était vraiment un écosystème très, très riche. Les morues ont été surpêchées. Ça a été un peu déserté pendant quelques dizaines d'années. Et puis, petit à petit, il y a d'autres espèces qui sont revenues, en particulier des crabes. Et alors, les crabes, bah, on peut dire que c'est le fil blanc. C'est-à-dire que le tissu, il est réparé. Il n'est pas réparé avec la même espèce. C'est pas les morues qui sont revenues, donc ça se voit. C'est pas très joli. C'est du blanc. Mais ça tient. Le tissu tient à peu près comme ça. C'est un écosystème qui est de nouveau exploité, exploitable et exploité par les pêcheurs pour les crabes. Et bah, ma foi, voilà, c'est un écosystème différent. C'est pas le même. Il est probablement un peu moins riche quand même que ne l'était au moment des morues, mais c'est quand même un écosystème qui survit. Voilà. Et puis, bah, la dernière vignette, c'est ce qu'on peut espérer de mieux, c'est-à-dire un tissage serré avec des tas de fils très, très différents, donc plein de couleurs différentes, des motifs splendides. C'est un tissu qui est solide, qui est fonctionnel, qui remplit bien ces différentes fonctions de tissu. On peut s'en couvrir, hein, il peut absorber les chocs, il résiste et en plus, il est beau. Voilà, donc c'est finalement l'image attendue pour la biodiversité. Alors maintenant, la deuxième notion, vous vous souvenez, hein, IPBES, Biodiversity and Ecosystem Services, donc les services. Cette notion de service écosystémique, elle était issue du Millennium Ecosystem Assessment, cette évaluation globale qui a été faite des écosystèmes au moment du millénaire, en 2000. La méthodologie suivie était la suivante. On ne comptait pas les espèces ni les variétés, on ne faisait pas un inventaire comme ça, mais on faisait plutôt ce qu'on appelle une évaluation fonctionnelle, c'est-à-dire que on chiffrait, on décrivait les services rendus écosystème par écosystème. Alors des services rendus à qui? Bah, aux humains, bien sûr. Et des services rendus par qui? Eh bien, par les autres. C'est-à-dire, on y revient, les autres hors les humains, c'est la nature. Alors, 4 grandes catégories de services auxquelles il est intéressant de s'arrêter quelques minutes parce qu'elles ne vont pas toujours de soi. Je vais commencer par l'approvisionnement, avec ces jolies vaches qui nous regardent. Alors, les vaches, elles nous approvisionnent en lait,
en viande, en corne, en cuir. Tout le bétail d'élevage nous approvisionne de la sorte, hein. Donc les services d'approvisionnement, vous voyez à peu près de quoi on parle. Mais on va mettre dedans aussi les forêts qui nous approvisionnent en bois pour les meubles, en matériaux, en énergie, bois pour le feu, les céréales pour l'alimentation, les fibres textiles pour s'habiller, les tourbières, le pétrole, le gaz, les minerais pour les énergies. Vous voyez que je reviens sur le fait que l'être humain est quand même très dépendant comme espèce. Donc nous utilisons tous ces approvisionnements qui nous viennent des écosystèmes. Les services de soutien ou support, ce sont en fait les services qui rendent les autres possibles. C'est-à-dire, tout premièrement, la chose la plus importante que la nature nous offre, c'est la fixation de l'énergie solaire à la surface de la Terre par la photosynthèse. Toute l'énergie que nous utilisons, elle vient de là. Hormis l'énergie éolienne et l'énergie thermique qui nous vient aussi du soleil. Donc, l'énergie à partir de laquelle la vie peut se propager est fixée par la photosynthèse à la surface de la Terre. C'est le premier des services du soutien. Ensuite, la diversité du vivant qui a rendu ce vivant capable et le rend encore capable de s'adapter à plein de modifications et à plein d'environnements, capable de sortir de l'océan, capable de se mettre à voler, toutes ces choses-là. Le soutien de la formation des sols, qui, à partir du vivant, là encore, nous permet l'agriculture et la production d'autres types de biomasse. La fourniture de tout type de biomasse, là encore, et on peut ajouter dans cette rubrique la pollinisation. Les services de régulation, qui sont figurés par la vignette de l'océan, parce que la plus importante du moment, c'est bien sûr la régulation climatique. Jusqu'à présent, les océans ont absorbé environ un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre grâce à la photosynthèse du plancton. Cette absorption n'est que temporaire, pour environ 1 millier d'années, mais elle nous rend quand même bien service parce que le réchauffement, sans cela, serait bien pire qu'il n'est déjà actuellement. D'autres types de régulation mécaniques, on peut penser à la protection des littoraux par les mangroves, par exemple. On peut penser aussi à la régulation des pathogènes par la diversité microbienne. Voilà. Et puis, le dernier type de service, complètement immatériel, on appelle ça les services culturels. Eh bien, c'est le service que nous offre la nature en nous permettant de jouir de paysages qui nous sont apaisants, stimulants, énergisants. Donc, un paysage de montagne, ça n'est pas matériel, mais ça nous fait du bien, on le recherche, on se sent mieux quand on redescend de la montagne. Un paysage sous-marin, contempler la richesse des espèces marines, ça nous fait du bien. Contempler les grands mammifères, les derniers grands mammifères sauvages, ça nous fait du bien, c'est immatériel, c'est un patrimoine. Voilà. Vous voyez que les mots utilisés pour parler du vivant autour de nous trahissent vite un point de vue strictement anthropocentré finalement, hein. Et il ne s'agit pas uniquement de mots, parce que quand les Nations Unies font le choix de la biodiversité et des services écosystémiques, eh bien, c'est bien parce que les Nations Unies considèrent que ce qui importe, ce sont ces services écosystémiques, quelque part. Et c'est ça qu'il va falloir chercher à protéger. Alors, je crois... Vas-y, Je Stéphane. voudrais revenir sur la question de régulation là, qui est particulièrement importante parce que on cherche partout là aujourd'hui avec l'obsession légitime qu'on a par rapport au taux de carbone dans l'atmosphère. On cherche tous les puits de carbone possibles et imaginables, mais on continue à détruire la biodiversité des océans par la surpêche et notamment, on est en train de découvrir que la surpêche a aussi lieu dans des zones dites protégées. Et cette biodiversité, elle contribue à ce stockage de carbone. Si on casse la chaîne alimentaire,
soit en détruisant les micro-organismes avec des produits chimiques, soit en surpêchant, on va aussi perdre cette capacité de régulation. Oui, alors ce sera surtout les premiers niveaux de la chaîne alimentaire, en effet, qui vont qui vont contribuer au piégeage de carbone, donc le phytoplancton, hein, et derrière le zooplancton qui, en fait, en broutant le phytoplancton, va permettre de l'exporter très rapidement vers le fond via des pelotes fécales. Donc, les échelons plus élevés de la chaîne alimentaire y contribuent aussi, parce que les baleines chutent au fond de la mer aussi après leur mort, mais peut-être moins directement. En revanche, c'est vrai que les conditions de production primaire par le phytoplancton et du zooplancton doivent être maintenues. Et une autre chose qui pourrait être remise en question, c'est ce fameux stockage de 1000 ans. Alors, pourquoi 1000 ans? Parce que donc le CO2 capté en surface est exporté vers le fond et on estime que les eaux océaniques du fond mettent environ 1000 ans à revenir en surface. Il y a un grand cycle, un grand mouvement tridimensionnel des eaux océaniques et elles mettent environ 1000 ans pour effectuer tout le tour de l'océan et remonter en surface. Mais cette dynamique, elle est drivée par un moteur thermique, par des différences de température entre les différentes zones, en particulier entre le pôle et l'équateur. Voilà. Donc, une des grosses inquiétudes des scientifiques, c'est que le dérèglement climatique vienne à dérégler cette fameuse circulation qu'on appelle thermohaline, lié à la température, et haline parce que c'est aussi lié à la densité de l'eau et donc à la présence de sel. Et si la circulation thermohaline venait à être modifiée, alors le CO2 pourrait revenir beaucoup plus rapidement, par exemple. Donc effectivement, il y a en fait une certaine fragilité de ces remparts au changement climatique, et remparts qui de toute façon ne suffisent pas, on le voit bien actuellement, à contenir le réchauffement, hein. Donc de toute façon, ça ne suffira pas. Et un des autres sujets d'inquiétude, c'est la forêt amazonienne. Je crois que tu as mis des chiffres là-dessus plus loin, a été déforestée sous le règne de Bolsonaro comme jamais, quoi. Hmm. Et on ne connaît pas la limite, on ne connaît pas le point de rupture de ces écosystèmes. On a beaucoup Ah, parlé des limites planétaires qui ont été hum, fixées par les scientifiques et dont beaucoup sont considérés comme dépassés. hum. Mais pour les écosystèmes, c'est intangible. On n'a pas de. Oui, c'est beaucoup trop dynamique, en fait, et complexe et dynamique. On ne sait pas, on a eu beaucoup d'exemples. On peut reprendre l'exemple de la morue. Ça a été un mystère hein, pendant des années, mais pourquoi est-ce qu'elle s'est effondrée à ce moment-là, comme ça? Pourquoi est-ce que ça n'est pas revenu alors qu'il y a un moratoire il y a eu un moratoire qui a quand même été relativement bien observé. On n'a pas tout compris, on ne sait pas, hein. Donc, Ouais. c'est Ça peut être un chemin sans retour. tout à fait, et brutal. Il peut y avoir des... ouais. Alors, oui, maintenant, on peut, comment dire, on peut discuter de cette vision anthropocentrée. Et c'est discuté dans les enceintes scientifiques ainsi que à l'IPBES, c'est quand même discuté assez régulièrement parce que la notion de service écosystémique, vous voyez bien que déjà le terme, c'est vrai, est quand même un petit peu, comment dire, un peu bon, patriarcal. On considère normal finalement que les écosystèmes nous rendent des services. Bon, alors à l'IPBES, un premier pas a été de se mettre à parler de Nature's Contribution to People, les contributions de la nature au peuple.
aux humains. C'est déjà un petit peu plus neutre, c'est-à-dire que bah voilà, la nature a des fonctions, il se trouve que ça contribue à notre bien-être, à notre alimentation. Bon, très bien, c'est déjà un petit peu moins servile que, que les services écosystémiques de la nature. Mais, euh, mais quelque part, reste cette notion que ça doit nous être utile. Et pourquoi est-ce que c'est venu comme ça, hein, historiquement dans l'histoire de l'écologie? C'est pas que les scientifiques des années 90 étaient des vilains libéraux, hein, c'est pas ça l'idée, c'est que finalement on se rendait compte que c'était tellement difficile de faire adhérer la société à la cause de la biodiversité, de lui faire prendre conscience des problèmes qui se posaient et de l'importance surtout de la biodiversité, que le meilleur moyen euh, à trouver, ça a été de présenter ça comme des services qui en plus peuvent se quantifier économiquement. Parce que derrière ces services, il y a eu des tentatives de quantification économique. Et les écologues se disaient, bah, finalement, c'est peut-être la façon la moins pire d'obtenir qu'on s'intéresse à la biodiversité. Et c'est la raison pour laquelle ils ont adhéré à cette terminologie qui, sinon, ne correspond pas à la façon dont dont il voit l'écologie. Voilà. Donc, bah, moi, je vous propose de vous poser des questions, finalement, si on y réfléchit bien. Est-ce qu'on serait d'accord pour préserver la nature dans une dimension qui ne nous rend pas de service? Parce que si on regarde autour de nous, déjà les services écosystémiques, on ne se donne pas les moyens de les préserver. Alors, une nature qui ne nous rendrait pas de service écosystémique, bon, ça pourrait être, en forçant un peu le trait, un marécage putride complètement infesté de moustiques, par exemple. Bon, qui n'ont rien demandé à personne, hein, mais simplement, il y a probablement pas de contribution directe, si ce n'est que les zones humides, ben, on sait que c'est important pour le renouvellement des insectes, hein, au-delà des moustiques. Ben non, on n'est pas d'accord pour protéger une zone marécageuse pleine de moustiques. On n'est pas d'accord parce qu'on sait bien que les moustiques, ils sont vecteurs de maladies. Et puis, je ne sais pas où serait cette zone marécageuse, mais il faudrait qu'elle soit vraiment très, 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 très loin de toute zone habitée pour qu'il y ait personne qui ait envie d'aller y mettre son jardin et qui donc assèche le marécage ou balance des anti-moustiques en permanence dessus. Mmh. Mais même les ours polaires, hein, on est prêt à pleurer un peu sur le sort des ours polaires, mais pas, on n'accepterait pas ce qui est en train de se produire en Alaska, qu'il se rapproche des habitations. Mais tout à fait, tout à fait. Quand on a eu je crois que c'est Jean-Louis Étienne et puis d'autres explorateurs qui ont eu affaire il y a pas très longtemps à des ours polaires, bah, tout de suite les médias s'emparent de la question en hurlant après les ours polaires qui étaient juste chez eux, quoi, sur la banquise. Mmh. Idem pour la réintroduction du loup ou du lynx, Exactement, mmh, exactement. Donc, de l'ours. c'est vrai que voilà, quand on entend la définition de service écosystémique, on se dit, oh là là, quand même, c'est gonflé de présenter la nature comme ça. Mais dans le fond, on lui laisse pas une autre place. On n'est pas prêt à Ouais. lui laisser une autre place. Mais en même temps, c'est entretenir une certaine vision de la nature et de la biodiversité. Une vision Oui, utilitaire. tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est ça. Voilà, donc clairement, nos sociétés ne se positionnent pas comme des vivants parmi les autres. Hein. Je reviens au Momo de Baptiste Morisot, qui appelle à dialoguer avec diplomatie avec le vivant. On peut dire que pour l'instant, notre diplomatie, elle est un peu musclée. Alors, l'IPBES alerte. Voilà, ben ça, ce sont des phrases tirées de l'évaluation mondiale de la biodiversité de 2019. Donc, la nature, voilà, on voit la nature et ses contributions vitales aux populations, qui ensemble constituent la biodiversité et les fonctions des services écosystémiques. On sent la négociation là, hein, on a bien mis tous les mots, se détériorent dans le monde entier. C'est le premier fait
Voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. La biodiversité s'appauvrit plus rapidement que jamais dans l'histoire de l'humanité. Ce sont quand même des mots qui devraient nous alerter. Voilà, c'est vrai que les termes sont complexes, mais la deuxième phrase, elle est relativement simple et elle se comprend. On a une notion d'accélération là en fait qui Tout à est, fait, tout à fait. Oui, et qu'on voit donc sur ce graphe, hein, c'est bien ça. On voit la première pente qui est jusqu'à nos jours, et puis les trois pentes qui se différencient. La pente grise de perte de biodiversité en continuant comme business as usual, et puis ouais, avec différents types de mesures prises. Les, les principales causes, les premières plutôt, causes de détérioration de la biodiversité, hein, qui sont citées également dans le document de l'IPBES, pour faire simple, et vraiment à gros traits, c'est la modification de l'utilisation des sols et des océans, c'est-à-dire artificialisation des sols, bétonisation du littoral. C'est vraiment, je ne laisse pas de place aux autres vivants, quoi. C'est vraiment ça. Je crois qu'il faut avoir en tête que c'est d'abord ça, quoi. Parce que de là découle tout un tas de choses, hein. Artificialisation des sols, agriculture intensive, tout y est, quoi. Mais inondation. inondation, oui, oui, tout à fait, déforestation. Voilà, mais la toute première chose, c'est l'humain a besoin de place, enfin, a besoin, exprime un besoin, je ne sais pas si c'est effectivement un besoin essentiel, mais en tout cas exprime un besoin et s'approprie de l'espace. C'est la première cause de perte de la biodiversité, c'est à force de s'approprier l'espace, on ne laisse pas de place aux autres espèces. C'est vraiment la première cause. La deuxième cause, c'est l'exploitation directe des biomasses. Donc là, c'est un petit peu plus primaire. C'est j'y vais, je prends. Donc, je coupe la forêt parce que j'ai besoin de bois, je chasse les gros mammifères parce que j'ai besoin de viande, je pêche, je surpêche la morue parce que j'ai besoin de poissons, etc., etc. La troisième cause, le changement climatique, et viennent ensuite la pollution et oui, pollution diverse, enfin des choses un Ouais, peu plus diffuses contamination finalement. chimique, microplastique. Oui, voilà, oui, voilà, toutes ces choses-là. Mais vraiment là, oui, pardon, c'est les espèces envahissantes qui viennent ensuite. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. C'est vraiment une note importante à retenir, je crois, c'est il faut laisser de la place. Et c'est ce qu'on entend aussi chez le philosophe Baptiste Morisot, c'est manière d'être vivant au pluriel, c'est-à-dire nous ne sommes pas les seuls à être vivants, et donc il faut laisser de la place pour la cohabitation, pour la coexistence. Voilà, alors, là on voit spécifiquement on voyait la deuxième cause, hein, exploitation directe de la biomasse, donc par agriculture, élevage ou par prélèvement direct. On visualise bien là-dessus l'impact sur la biodiversité de l'alimentation humaine, hein. Est-ce que oui, il y a pas mal, oui, il y a des animaux sur Terre, évidemment, il y a des animaux sur Terre. Mais si on regarde les mammifères, on voit la place de l'homme déjà, et ensuite les quelques rares petits points qui sont des mammifères sauvages. Alors, je vois d'un peu loin, mais 90% des mammifères sur Terre sont soit des hommes, soit des espèces domestiques. 96%. 96%, voilà. Ouais. Donc, 36% sont des hommes, 60% sont du hum, bétail. voilà. Donc, des hommes, vaches, cochons, vaches, cochons couvés, et puis après, un tout petit reste pour le sauvage, pour notre réservoir génétique de diversité. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? L'IPBES donne quelques pistes. Ce seraient les réponses de la science, mais des réponses. Attends, un dernier constat, oui, dernier constat qui est important, et qui rejoint les enjeux climatiques dont on parle en ce moment avec la COP27, hein.
un point important de ces évaluations globales, c'est que les populations les plus touchées par le changement climatique, comme les changements de biodiversité, sont les plus pauvres. Donc des communautés démunies face à ces changements. La spécificité pour la biodiversité, c'est que au-delà du fait que ce sont les populations les plus pauvres, ce sont aussi celles qui, paradoxalement, ont les moyens, ont jusqu'à présent conservé le mieux la biodiversité dans leurs écosystèmes. Donc c'est vraiment un paradoxe incroyable, quoi. C'est que ce sont ces populations-là qui vont être le plus touchées, justement parce que leur mode de vie est fondé sur une relation apaisée mais harmonieuse avec la diversité de la nature, et elles vont être touchées, de même que finalement sont touchées par le changement climatique des populations qui n'ont pratiquement pas émis de gaz à effet de serre, hein. Eh bien, ces populations qui nous ont permis de garder un patrimoine de biodiversité vont être les premières touchées et les plus gravement touchées. Donc, il y a clairement un enjeu éthique aussi, éthique et mondial, dans la préservation de la biodiversité. Mais on voit avec ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas plutôt à la COP27, à quel point on n'arrive pas à traiter, à se donner une éthique de ce contexte. Voilà, donc des prises de parole de ces communautés qui nous montrent qu'elles sont justement bien ancrées dans la nature et comment dire, dans les interactions. Voilà. Donc c'est là qu'on avait les chiffres sur la forêt amazonienne. Oui. Donc là, il y a un appel à l'aide et on n'est pas assez nombreux à répondre. Oui, et puis alors, enfin, on peut voir, comment dire, avec c'est intéressant aussi ce que l'IPBES imagine comme solution, comme possibilité. C'est que il parle d'emblée, alors est-ce que c'est les leçons du GIEC qui peut-être n'a pas démarré assez radicalement, je ne sais pas. En tout cas, ils indiquent clairement que il ne pourra y avoir du mieux qu'avec des changements radicaux du mode de vie à l'échelle globale. Et ils pointent en premier donc le mode de vie, le mode de consommation, et en particulier l'alimentation. Donc, d'après l'IPBES, une amélioration sur le plan de la biodiversité ne pourra passer que par une sobriété, mais assez radicale quand même, hein. Assez radicale, puisqu'elle doit viser non seulement la nourriture, l'énergie, mais aussi les biens de toutes sortes. C'est assez intéressant de voir que l'IPBES pointe le rôle du commerce mondialisé dans la perte de biodiversité. C'est pas quelque chose auquel on s'attend à première vue, et pourtant, en fait, c'est assez évident. C'est-à-dire que c'est un mode de vie standardisé qui ne cadre pas avec la diversité. Donc on revient sur le moderne moyen qui va chercher avant tout à transporter avec lui son mode de vie pour ne pas avoir à faire attention au monde extérieur. Si Et on veut donc, manger du bœuf partout, il faut du bœuf voilà, partout. exactement. Et donc petit à petit, finalement, on modèle. Alors bien sûr, au début, c'est juste la sphère de l'humain, mais évidemment, ça empiète. Après, ça va être son jardin. Après, ça va être les plantes vertes. C'est assez frappant si on regarde de nos jours par exemple, les fleurs utilisées par les villes pour fleurir les villes. Mais c'est les mêmes partout. C'est les mêmes partout. Bon, alors. Bon, c'est joli, il y a plein de fleurs, mais n'empêche que, il y a peut-être une quinzaine d'espèces de fleurs, et puis c'est tout, quoi. C'est le catalogue, je sais pas, il doit y avoir un catalogue qui est distribué à toutes les communes de France, dans lequel elles peuvent piocher. Alors,
pour fleurir. Voilà, donc c'est ça en fait l'effet mondialisation. Mmh. Et c'est quand même pas facile de s'y attaquer, quoi. Et c'est en ça que Libes dit, ce sont des changements radicaux auxquels il faut aller. Parce que ça va pas suffire d'être à la marge. Mmh. Donc derrière, ils insistent sur le fait que on peut proposer une vision positive de cette sobriété, et que c'est ça qu'il faut faire, hein, bien sûr. Euh, mais ils nous disent aussi que il va falloir une évolution des systèmes économiques et financiers mondiaux. Et ça va pas, ça va pas être tout simple quand même. Mmh. J'ai été frappé récemment par il y avait un message qui circulait pour critiquer la gestion d'une municipalité. Et la photo qui l'accompagnait, c'était des mauvaises herbes entre guillemets, qui poussaient sur un trottoir. Mhm. Le message, c'était, vous voyez, comme la ville s'occupe mal de ses trottoirs. Et donc, c'est assez frappant puisque c'était la vie qui surgissait entre l'artificialisation des sols. Et en fait, par certains militants, c'était vu comme ce qui était inadmissible dans la Eh ville. oui, eh oui. Oui, Mm. oui, tout à fait. Ah, mais c'est extrêmement commun. Je crois qu'il est maintenant interdit d'utiliser des désherbants, par exemple, dans les cimetières. On s'est Mm, dit que quand même, c'était pas très grave s'il y avait, enfin, en tout cas, des désherbants chimiques, quoi. mm, mm. Et bien, c'est extrêmement impopulaire, cette mesure. Extrêmement. Ouais. Les entreprises aussi peuvent plus en utiliser dans leurs petits espaces verts. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être qu'on peut demander à nos convives, à nos commensaux, s'il y a des questions. On a des suggestions de questions là, pour ceux qui s'activent. Alors, je vais commencer. Oui, que pouvons-nous faire? On l'a un petit peu abordé, et puis il y a un indice en dessous de la question que pouvons-nous faire? On a parlé de l'alimentation. C'est vraiment un élément essentiel. Mais il suffit pas, on parle souvent des actions individuelles, hein, il suffit pas de se changer soi-même, même si ça peut être exemplaire. Il y a vraiment une culture à changer. Oui, On est arrivé dans cette culture où l'alimentation carnée en particulier est représentative d'un certain mode de vie. C'était mhm. l'accession à un mode de vie moderne que de pouvoir manger de la viande à tous les repas. Oui, Donc là, on a un effort culturel à faire pour renverser ce qui était devenu quasiment une valeur. oui. Mm. Oui, c'est clair. Et, alors, on a beaucoup dit que les, les pays accédant au statut de pays développés et puissants passaient à ce modèle-là. Bon, ça a été vrai pour la Chine. On pourrait espérer que ce ne soit pas vrai pour les autres, non pas pour les privés de viande, mais simplement parce qu'il y a moyen euh, de vivre très bien et d'être très bien dans ses baskets en mangeant un peu moins de viande que nous l'avons fait dans les années 80-2000, quoi. Je vois que Jacques a allumé sa caméra, c'est peut-être pour prendre la parole. Si vous voulez poser une question? Pas spécialement de questions. Peut-être un petit témoignage. Ça fait 2 ans alors on a 3 hectares chez nous, en Dordogne. Et ça fait 2 ans que on beaucoup moins, voire plus du tout. Mhm. Et on voit des petits arbres pousser. Donc il y a un chêne à 5 mètres d'ici qui est en train de pousser et qui a atteint 1 mètre de haut. On voit des fleurs qu'on voyait pas avant. Euh, alors, ça fait pas Et il du y a tout tout ce qu'on ne voit entretenu. pas. Il y a tout ce qu'on ne voit pas qui justement peut se Mhm. cacher Oui, à aussi. travers cette végétation. Et bah, ça fait des économies d'essence, de bruit, de temps. Bon, c'est un changement individuel, Mhm. mais c'est un changement dont nous sommes très heureux. Mais c'est important quand on peut le faire. Bon, c'est vrai que tous les environnements ne s'y prêtent pas, hein,
Mais quand on peut le faire, c'est vraiment important parce que laisser cette évolution naturelle de prairies qui va permettre à des plantes plus importantes, plus hautes, ou des plantes à fleurs différentes de se développer, ça va soutenir tout un autre pan de biodiversité auquel on ne pense pas. Quand on tond très régulièrement, on se prive des fleurs, donc on se prive des pollinisateurs. Et effectivement, même la vie dans le sol on est affecté parce que le développement racinaire n'est pas le même. Tout ça est différent. C'est une très bonne Il y a idée. deux choses vraiment très importantes dans ce que dit Jacques. La première, c'est que, par contraste, hein, effectivement, on est passé d'une situation où une belle pelouse, c'était une pelouse tondue à ras, hein, une pelouse de golf, hein, et c'est encore quelque chose qui est très culturel, hein. Un beau jardin, c'est une belle pelouse verte de golf. Et donc là, ça, c'est quelque chose dont il faut qu'on sorte. Et la plus importante, je pense, c'est la dernière phrase de Jacques qui disait on est heureux comme ça, c'est-à-dire retrouver un rapport plus sain avec la nature et c'est intangible, mais il y a quelque chose de nourricier Oui, dans oui, oui. ce rapport plus sain avec la nature. Et je me demande, moi, si ça n'est pas la clé de tout pour obtenir les changements culturels, hein, c'est d'arriver à comprendre que ça peut être Alors, il peut y avoir un côté, disons, une certaine privation avec certaines formes de sobriété, mais c'est pas forcément de ce côté-là qu'il faut le voir, c'est de le côté d'une vie plus saine et d'une vie meilleure. Manger moins de viande, ce sera peut-être avoir moins de cancer, tout comme manger moins de sucre. Tout le monde est convaincu qu'abuser du sucre, c'est mauvais pour la santé, abuser du gras aussi. Et finalement, avoir des alimentations trop riches en viande, ça peut être aussi un souci de santé. Oui, oui, tout à fait. Ce sont des préconisations du ministère de la Santé depuis longtemps, hein, tout à fait. Alors, je vois que l'heure tourne pas mal, donc est-ce qu'il y a encore peut-être encore une dernière question? Euh, oui, moi là vraiment la question qui me préoccupe, c'est comment redonner à la nature sa place dans notre imaginaire. On a l'impression que on a été dépossédé. Alors bon, j'emploie le terme nature, alors que une partie de ton exposé, Non, non, Marie-Hélène, je t'en prie. c'était de me dire que c'était peut-être pas comme ça qu'il fallait penser les choses, mais alors, je vais essayer de le reformuler différemment de la façon dont je l'ai écrit sur la diapo. Comment, euh, comment restaurer dans notre imaginaire la place de l'homme au centre de Oui, c'est cette ça, oui, nature. oui. Ah, Je, au je, centre, paf. Là, tu vois, c'était bien parti non, pas et au puis t'as centre, au dérapé. cœur, au cœur, au cœur. Oui, c'est ça, Mm. comment inscrire l'homme dans l'imaginaire. Ça, j'avoue J'ai que... j'ai lu récemment le témoignage d'une maman qui disait, euh, il y avait une question de sa fille en maternelle, quels sont les animaux vivipares? Et donc, l'enfant avait cité l'homme parmi les animaux. Mhm. Et elle s'est fait rabrouer par l'institutrice. Ouais, Voilà, donc voilà ouais. Non, mais la ça peut place de commencer... l'homme dans la nature et dans son imaginaire. Ouais. Ça commence certainement un peu comme ça, hein, c'est-à-dire en essayant dans les phrases qu'on fait sur les animaux et l'homme, dire l'homme et les animaux plutôt que Mm. les animaux. De reconnaître ça, ou quand on parle des animaux, juste s'arrêter 2 secondes et se demander si l'assertion qu'on va porter, elle vaut aussi pour l'homme, peut-être. Mm. Voilà. Et donc ça, c'est assez intellectuel. Sinon, bah, moi, je trouve que ce qui fait du bien et ce qui reconnecte, ce sont aussi des expériences sensorielles toutes simples, hein, comme de s'allonger l'été dans une pelouse, de sentir des petites bêtes qui vous chatouillent, et de les laisser vous chatouiller, de les laisser vous marcher dessus. C'est sympa, hein, de sentir le vent, votre animal de compagnie, le laisser vous marcher dessus quand il a envie. Voilà, bah, lui, il marche comme ça. Pour lui, on est un obstacle au milieu de,
Au milieu du chemin, bah, c'est très bien qu'il nous passe dessus. Merci Marie-Hélène. Merci Merci donc Stéphane. de nous avoir partagé cette vision de la biodiversité et pas seulement ça, je pense qu'à travers tout ce que tu nous as expliqué, tu nous as introduit dans ces rapports de l'IPBES, en fait, tu nous as Mm. introduit dans cette réflexion des scientifiques qui se penchent sur la question de la biodiversité. Et je peux Donc, ajouter que n'hésitez pas à aller les consulter. Ils sont très illustrés, avec évidemment des magnifiques photos de biodiversité. Ils sont très illustrés, très, très accessibles à la lecture. C'est justement tout l'enjeu, hein, c'est d'arriver à faire des résumés très accessibles. Donc, il y a des n'hésitez versions pas. françaises? Tout à fait, oui, oui, il y a des Ouais. versions françaises. Téléchargeables, ipbes.net, ça se trouve facilement. Très bien, merci. Et merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire. Et puis, repartons avec l'idée que peut-être il faut transmettre autour de nous cette réflexion sur un rapport au vivant qui a besoin d'évoluer et de devenir plus sain et plus serein. Merci. Merci à tous. Au Merci. revoir.